Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Théo qui vient passer un petit temps discuter et échanger des idées à propos du jiu-jitsu brésilien. Et on va échanger à propos de plusieurs choses, puisqu'apparemment on se retrouve dans des situations qui sont un petit peu similaires, donc pas mal d'idées à apporter. Comment tu vas, Théo? Très bien, toi. Ouais, tranquille. Je suis content de te voir, tu vas à Toulouse, c'est cool. Moi aussi, c'est cool. Parce que ça fait combien de temps que tu as quitté Toulouse là? On est parti en juillet, donc là on est en novembre, petit 6 mois peut-être. Ok. Peut-être tu peux te présenter, comme ça les gens ils savent à peu près qui tu es. Ouais. Bah du coup voilà, moi je suis Théo, je suis ostéopathe, j'ai 13 ans de jiu-jitsu brésilien dans les pattes. Je me suis toujours entraîné dans différentes villes, à différents endroits, avec des rythmes d'entraînement plus ou moins soutenus, mais quand même un minimum de 3-4 entraînements par semaine dans les creux. Et là je me retrouve en pleine campagne. Avec ouais, pas grand chose à me mettre sous la dent pour le moment et voilà, ça fait du bien d'être là, quoi. Ok, ce qui est intéressant c'est qu'on a un parcours un peu similaire dans le sens où tu as fait plusieurs académies, tu as voyagé pas mal, t'es pas resté qu'en France. Tu t'es entraîné où toi pendant tes 13 ans de jiu-jitsu? Alors le début est toujours le cas, c'est à l'école base, Ouais. toujours. Et donc sur Paris, ouais, le début de l'histoire c'est ça, c'est une école de jiu-jitsu brésilien Wing Chun, où à un moment donné, moi je commence par le pied-point, très vite je tombe dans le... Je me dis tiens, ça a l'air marrant leur truc là par terre, boum, j'essaye, là je trouve ça extraordinaire, je prends les clés de bras par une femme de 50 kilos, un enfant, moi je suis balèze à l'époque en plus, tu vois, et je me dis, Fouah, ça c'est cool quoi. Yes. Et je commence ça en mars 2009. Et donc je fais 4 mois et après l'instructeur part. Il s'en va. Il quitte Paris, on se retrouve pareil avec rien quoi. Et donc on se retrouve à bricoler pendant les cours de pied-point, à foutre 3 tatamis dans un coin avec un pote. Et voilà quoi, à monter une section sur Paris qui aujourd'hui c'est une belle section, il y a des ceintures violettes, il y a vraiment une belle base bien solide, c'est quelque chose qui... Alors tu vois, ça prend le temps parce que c'est pareil, il y a un volume d'entraînement qui est moins important que d'autres académies que j'ai pu faire, où là tu vas 3 fois par jour mais tu fais rien d'autre de ta vie en fait. Hein. Oui. Là clairement, Te reposer un peu dans ta voilà, à part te reposer, manger et puis tu vois, puis remercier Dieu de t'être rien cassé parce que c'est quand même, on en parlera plus tard, mais parfois c'est voilà. C'est légendaire. L'art de l'art de la délicatesse, c'est comment on dit? Arte suave. Arte Ouais, suave. des fois suave, c'est pas très suave. Ouais, c'est appuyé. Ouais. Ouais. Et donc du coup, à ce moment-là où tu t'entraînes, tu dis avec quoi? 3 potes? Vous montez la section, c'est ça? 3 potes, ouais, on essaie de poursuivre la section et en fait il n'y a personne de la section d'avant qui reprend avec nous, quoi. Pourquoi? Vraiment, je sais pas, plus de nouvelles. Donc t'avais quand même si l'école était, on va dire, Wing Chun Jiu-Jitsu, il y a toujours eu, et que normalement le système de combat marche ensemble, il y a quand même eu toujours un peu ceux qui font le debout et ceux qui font le sol, malheureusement. Moi j'étais un des rares à faire les deux, on était 2 à faire ça, et donc nous ça nous intéressait de continuer. Et voilà. Après pour les études, moi je pars, boum, je pars en Irlande, la rentrée d'après pendant 6 mois. Ok. Où là, moi je pars avec ma ceinture blanche, là tu vois, j'ai 2 barrettes, je suis comme un ouf, je vais m'entraîner en Irlande avec des mecs, voilà, je savais pas, je pensais que c'était naturel à l'époque, tu sais, mais avec des mecs très balèzes, où je continue mon entraînement. Ah, tu veux dire ils avaient la sauce en plus? Ouais, Ouais. quand ils fouettaient, ils me faisaient un nœud au bout de la ceinture, bref. Un truc de ouf. Ouais, en Irlande, à Dublin, ça c'est pendant 6 mois. Après, je retourne à Paris, on continue. On commence à avoir un créneau juste pour le sol. Au début, on appelle ça mobilité au sol. Donc, puis petit à petit, ça devient un créneau de JJB. On se retrouve avec un créneau de JJB toutes les semaines, en plus des cours de pied-point qu'on avait. Donc, tu vois, ça commence à prendre forme. On a de plus en plus de gens qui sont intéressés à faire les deux. Et puis avec régulièrement des stages de notre maître, donc Jean-Marc Noblo et Cham Keo, qui viennent nous faire les stages. Et eux, que ce soit debout ou au sol, c'est extraordinaire, quoi. Alors attends, la situation c'est, à la base tu étais dans un groupe, il y avait du pied-point, tu vas faire du jiu-jitsu parce que ça commence. Qui est-ce qui donne les cours de jiu-jitsu à ce moment-là? À ce moment-là, c'est un élève de Jean-Marc qui s'appelle Manu. Ok. Manu Idrissi, à l'époque, qui est ceinture violette. Et c'est lui qui était parti ou c'était Jean-Marc qui Lui, était il est parti? parti. Ok. Jean-Marc, en fait, il a toujours été dans le sud.
Et nous, on était des élèves de Jean-Marc à Paris. Ok, et donc, ça y est, je on était comprends. élèves, tu vois. Ok. Et donc, Manu, j'ai jamais eu trop de nouvelles. Il est parti, je crois, en Suisse ou quelque chose comme ça. Et donc, on n'a pas trop eu de news. Moi, tu vois, déjà, quand je voyais une ceinture violette, j'hallucinais. Hein. Moi, j'ai jamais vu de ceinture noire avant. Je sais pas, on est en 2009, tu vois. Donc, à l'époque, je sais pas qui y avait, mais il n'y avait pas beaucoup quand même. Ok. Même Jean-Marc était même pas noir à l'époque. Il avait Ok. une ceinture. Alors, il avait une ceinture marron depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Ouais. Il attendait que Vinny, son maître, vienne pour lui remettre en personne, donc ça a pris un peu de temps. Sa ceinture marron, gars, c'était une ceinture, tu sais, les ceintures déglinguées là, que t'as depuis 10 Oui, piges, qui là. traînent, Depuis 10 ans. Donc, donc voilà, donc ça après plusieurs voyages, donc tu vois, l'Irlande, je reviens, après je repars en Australie, là je pars plus longtemps. Je vais chez Gracie Humaita à Sydney, Ok. parce que c'est la même lignée. Donc bon, moi je sais pas, j'y vais. En fait, tu suis. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu choisis l'académie parce que c'est la même lignée ou tu En vas à fait, l'académie parce que c'est- j'essaie de trouver un truc qui reste plutôt dans la même veine. J'essaie de trouver du Jean-Marc ailleurs. Ok. Spoiler, ce qui n'arrivera jamais en fait. D'où ma fidélité. D'ailleurs, là, je lui ai déjà dit, hein, je lui ai dit, mec, j'aurais aimé te trahir, hein, impossible. Donc voilà, et bon, tu vois, c'est la lignée Royler-Gracie, donc un jiu-jitsu quand même basé plutôt sur de la défense, sur des trucs, tu vois, pas trop acrobatiques, pas trop tourbillonnants. J'ai une souplesse de hanche, si tu veux, qui me permet pas de faire ces choses-là. Donc, peut-être plus tôt dans ta carrière, t'avais peut-être un truc différent. Non? ouais, mais en fait, j'ai vite été impressionné par les trucs simples. Je sais pas comment t'expliquer ça C'est d'autre. magnifique ça. J'ai vu des athlètes, vraiment, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des mecs extraordinaires, de souplesse, d'agilité, de ce que tu veux. Mais ça m'a jamais fait la même impression indescriptible à l'intérieur que de voir du simple. Ouais. Et en fait, j'en ai vu très peu des gens qui font du simple. Et donc voilà, en fait, moi, c'est toujours ça que j'ai recherché, parce que c'est ça qui me... En fait, ce que toi t'appelles simple, c'est un truc qui visuellement a pas besoin d'envoyer des gros sauts, des choses comme ça. C'est quand un tu truc veux, qui hein. déjà, parfois, visuellement, se voit pas. Déjà. Ok. Des trucs, des fois, qui se voient pas visuellement. Si tu peux regarder autant que tu veux, tant qu'on t'a pas dit comment tu dois le faire, tu vas le faire à l'envers. Ok. Des trucs... Tu penses à quoi par exemple? Par exemple, tu vois, tu as des drills où tu vas tirer un genou. Idéalement, toi, si je te tire le genou, Ouais. quand tu es sur le dos, t'imagines, tac, je te tire le genou. Toi, tu veux venir avec moi. Oui. D'accord. Toi, tu vas utiliser tes abdos, potentiellement. Ouais, fléchisseur de hanche, abdos, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Si tu utilises que les psoas en tirant les genoux vers toi, en fait, le travail des abdos est déjà fait par ton gainage. Oui. Donc, en fait, c'est plus simple. Et il n'y a pas le temps de latence de contraction. Ouais. Ça, si on te le dit pas, si tu veux, tu vas pas le deviner. C'est un truc, mais il y en a plein des trucs comme ça. Des trucs où en fait, en tout cas moi, si on me l'avait pas dit, j'aurais jamais deviné. Mais une fois qu'on te l'a dit, tu dis, ah, ok, ouais, c'est évident. Ok. Et donc, et après voilà, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est tout un jujitsu après de sensations, et c'est ça que moi me plaît le plus en fait. Donc voilà, je suis à Sydney, bon, je trouve toujours pas ce qu'il me faut, hein, mais bon, je continue de m'entraîner parce que en fait, le truc trop bien au jujitsu, c'est que tu rencontres masse de monde, tu débarques dans un endroit, tu vois, t'es Australie-France, donc je suis à l'autre bout, je parle déjà anglais. Mais, Gros plus. mais je connais personne. Oui, mais gros Je plus connais déjà. personne, voilà. Mais tu te rends compte que sur le tapis, tu parles déjà la même langue. Tu te fais tout de suite pote tu te fais tout de suite inviter à... Comment ça s'appelle les barbecues brésiliens là? Churrasco. Voilà, avec des mecs qui te servent de la viande toute la journée. Toi t'es là, t'en peux plus. Prise de masse. Ouais, c'est ça. Et donc, ça c'est extra, tu vois. Socialement, moi qui aime bien rencontrer du monde, mais qui peut être un peu timide, comme tout le monde, j'imagine. Là, c'est direct, on t'emmène dans des trucs, machin. Donc socialement, c'était trop bien. Le jiu-jitsu en... Comment ça s'appelle? En Australie. Et après, pas de grandes révélations là-bas. Au niveau technique, tu trouves Au quand même niveau ton compte, même si c'est pas les concepts que t'attendais. Est-ce qu'il y a quand même un jeu qui t'inspire là-bas où tu te dis non? Mais en fait, moi à ce moment-là, je suis fraîchement ceinture bleue et vraiment, j'ai vraiment l'impression que j'y comprends rien, toujours. Ok. J'ai vraiment toujours l'impression de... Langage inconnu quoi. Ouais. Donc en fait, voilà, on m'apprend des trucs, tu vois, séquentiellement, voilà, une demi-garde plus ou moins, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire.
Mais je suis quand même toujours perturbé par, des fois on me dit que le grip là il est bon, puis des fois on me dit qu'il est pas bon, des fois on me dit qu'il est là, des fois on me dit qu'il est pas là. Moi pour le moment je suis pas vraiment autonome pour me faire ma propre idée. D'où un sujet qui peut être intéressant après pour ceux qui font plusieurs clubs et qui sont dans des situations où bon bah ok d'accord, être fidèle à la mort à ton instructeur, jamais bouger, c'est peut-être un truc d'un autre siècle. Parce qu'aujourd'hui, bah, peut-être tu vas bouger avec le boulot, tu vois, La vie. voilà, la vie. Et c'est vrai que c'est un peu. Je sais que moi, ça m'a fait peut-être perdre un peu de temps dans ma structuration, tu vois. De faire Gracie Humanita, Irlande. Ouais, après ça, moi je vais. Après l'Australie, je vais au Canada. Ok. Et là, je vais m'entraîner avec une team, je sais même pas d'où ils sortent. Ça doit être peut-être BTT. Comment tu les trouves du coup? Bah, je regarde la ville où la plus proche, où il y a du jiu-jitsu, puis j'y vais quoi. Ok, donc Google, Jiu-Jitsu, tu tapes Google, la j'y ville. vais, ouais, voilà, et puis bon, ben voilà, j'y vais. Et là, à ce moment-là, donc là, on est au Canada, et là, je me retrouve avec Jordan en question. Jordan Teaches Jiu-Jitsu, là, je vous invite à aller regarder sa chaîne, c'est génial aussi. Tu sais, qui fait du voice-over sur des trucs, Ouais. c'est vraiment très bien. Et je crois que c'est pareil, c'est un ceinture marron qui fait les cours, qui est militaire. Il a bien une tronche de militaire, c'est dans une espèce de caserne, donc j'imagine que 2 entraînements par semaine. Pareil, j'y vais, j'apprends pas grand chose, j'ai l'impression, mais au moins tu roules. Au moins tu roules. Au moins ça. Et ce dont il faut être conscient, c'est qu'on est quand même tous addicts Ouais, c'est drogue. à cette chimie qui se passe dans ta tête quand tu roules et quand t'as fini et quand tu vois. Donc, moi, c'est juste ça. Moi, c'est juste ça qui me plaît à ce moment-là. Je commence à comprendre que les gens marquent, il n'y en a pas beaucoup, donc. Oui, bah ça c'est assez rapide à comprendre finalement. Voilà, donc bon, ben voilà, de temps en temps on se parle, je lui demande des tips, mais bon, voilà. À ce moment-là, au Canada, t'es dans quelle ceinture à peu près? Je suis toujours bleu. Ceinture bleue. Je suis toujours bleu, je fais 5 ans de bleu, je crois. Ok. Je fais 5 ans de bleu, c'est là où j'ai mes blessures les plus reloues. Le dos, des trucs où je sais même pas trop ce que c'est, parce que moi, aller voir un docteur à l'époque. Ouais. Donc t'es arrêté longtemps du coup? À un moment donné, je m'arrête 6 mois quand même. C'est ça le plus gros arrêt que t'as pu mettre? Non, le plus gros arrêt que j'ai mis, c'est le ménisque, juste avant le Covid. Ah oui. Je me fais un ménisque, que je ne fais pas opérer tout de suite, puis après il y a la folie Covid, donc là je me fais opérer quasi 1 an plus tard. Ok. Et après il y a comment ça s'appelle, le pseudo-retour à la normale, mais dès que tu es qu'à contact, tu dois t'arrêter. Moi je suis en cours, j'ai des cliniques, je suis en dernière année d'ostéo à ce moment-là, j'ai des stages, je peux pas me permettre d'être qu'à contact, donc je fais une plus grosse pause, je fais une pause de quasi 1 an et demi à ce moment-là. Wow. C'est quand on s'est rencontrés ensuite, c'est le moment où moi je reviens, j'ai quasiment, j'ai 1 an et demi de Et donc là, pause. on est à quelle année là? On est en 2021 du coup? 2020? Bah, je sais plus. Parce que je crois que j'arrive ici en France en juillet 2020. Je m'entraîne sous Covid en clandestin. Et ben non, quand ça réapparaît, donc c'est 2021 alors. 2021, ouais. Ok. J'ai une grosse pause de 2019 à 2021 bon, ça va, je fais d'autres choses, je me concentre sur mes études, je finis ça proprement, ça va. Mais à ce moment-là, tu te sens pas que t'es en manque de Jiu-Jitsu? Que t'aurais besoin de ce... Je suis en manque les premiers mois, ouais, si, je suis en manque les premiers mois, puis après je remplace ça avec l'alcool. Parce que Covid, non, mais c'est vrai, tu vois, d'habitude, tu rentres chez toi, tu fais ta journée, tu rentres chez toi, si tu fais l'entraînement du soir, bon ben voilà, tu vas te faire ta petite banane avec ton petit beurre de cacahuète ou ton petit shake, ce que tu veux, avant d'aller à l'entraînement. Après tu vas faire l'entraînement, machin, tu rentres chez toi, tu manges bien. Moi, s'il n'y a pas ça... On passe à autre chose quoi. Ah bah ouais. Ok, donc retour du Canada, donc t'es au Canada. Ouais, retour du Canada, où je fais un peu chez les Ontariens, là, dont je te parle, dans une ville qui s'appelle Trenton. C'est là où il y a le Limitless Jiu-Jitsu maintenant, qui a ouvert. Et après, je suis à Québec, à BGG Québec, avec des mecs super. Franchement, je me fais des super potes. Là, vraiment, pareil, une hospitalité extra. Des gens avec qui je suis toujours plus ou moins en contact grâce à Facebook. Ça c'est top. Ouais. Ça c'est top. À chaque fois que tu visites les différentes académies et que tu changes de club, on te reçoit là-bas bien, ok, ça c'est une chose. Ouais. En termes de Jiu-Jitsu, vu que tu connectes pas plus que ça en termes de vision de jeu et de concept, comment ça se passe à ce niveau-là? Je veux dire, parce que
Perso, quand j'arrive dans une école, que je visite, je n'ai pas l'intention d'y rester. C'est une visite, le week-end, je vais surfer, je vais truc. Bon, bah, je prends ce qu'il y a à apprendre, j'écoute ce qu'ils ont à dire. Si ça me plaît, je prends. Si ça me plaît pas, j'essaye quand même de retenir quels sont les trucs qui ont été importants. Mais si tu me dis que ça va complètement, ça rentre pas du tout dans ton jeu, ou enfin, comment tu joues avec ça, toi? À ce moment-là, moi, vraiment, mon jeu, on va dire qu'il est défini par défaut. Il est par des trucs que je suis pas trop nul à faire ça, donc Donc tu répètes tout le temps les mêmes schémas pendant je suis ton... un peu, ouais, puis il y a des trucs qui me plaisent après, plus ou moins, tu vois, je vois vite que, par exemple, au début, que la garde ouverte, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de rouler sur la tête, de faire des trucs comme ça, je trouve ça pas mal. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que partout où je vais, à aucun moment on me propose un système cohérent. Ok. À aucun moment ça arrive. Alors on fait un peu de... Ou en tout cas, s'il y a un système cohérent, il n'est pas exposé clairement. Ok. Et moi... C'est pas explicite, quoi. Donc, ouais. du coup, tu peux pas te dire, ah tiens, et si on fait ça. On va dire là, on fait une semaine, voilà, cette semaine-là, ça va être de la demi-garde, la semaine d'après, on va faire du dos, la semaine d'après, on va faire ça. Donc je vois bien qu'on aborde toutes les positions du truc. Donc bon, ben voilà, moi après, je commence à faire les ponts moi-même. Mais il n'y a pas de système qui est clairement exposé. Et moi, je fais partie de ces gens qui, pour retenir une information, j'ai besoin d'avoir le squelette autour. Ok. Je pars de la globalité et ensuite au spécifique. Parfait. Et là, en fait, il y a d'autres gens qui n'ont aucun problème à faire du spécifique et après inscrire ça dans une globalité. Mais moi, là, la globalité du jiu-jitsu, je la trouve pas encore pour le moment. Même, enfin, tu vois, parce que c'est quand même assez riche comme système, si tu veux. Et donc, après la compréhension intellectuelle et puis après il y a la compréhension opérative, pardon, le truc que tu as dans le corps et que tu... Donc ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup de trucs. Moi je me rends bien compte que bon, j'ai pas vraiment de jeu défini. Je vois que j'ai une... Après les gens me disent, ah, toi t'as des longues jambes, donc ça fait plutôt ça. Ok, puis c'est vrai que ça marche pas trop mal. Tu commences à choper les gens dans tes triangles et c'est là où tu te dis, bon, c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas parce que justement, ce que je fais bien, il faudrait que je fasse les autres trucs que je fais mal. Ça, c'est une grande question même aujourd'hui en fait. Est-ce que dans ta progression tu dis je vais améliorer mes points forts, comme ça je touche pas à mes points faibles et je laisse pas l'autre y arriver, ou alors je maintiens mes points forts là où ils sont, par contre je veux plus de points faibles. Parce que moi dans ma conception du jeu aujourd'hui dans la progression, je me dis plus j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Je me dis justement je veux combler les trous dans mon jeu. Et ça m'embête quand je vois des gens qui sont juste satisfaits par ce qu'ils font bien. Et répète, tu vois. Je sais pas comment tu te places là-dedans, toi, pour avancer, toi, dans le jiu-jitsu aujourd'hui. Mais on va dire que ça dépend du contexte. Si demain je dois me battre pour ma vie, oui, je vais pas m'amuser à faire des trucs que je fais mal. Je vais pas m'amuser à te laisser passer et puis travailler mes défenses. Ce que je vais faire avec, parce qu'en ce moment c'est mon axe de travail, donc ce que je vais faire avec mes élèves ou avec toi si on tourne ou avec n'importe qui, tu vois. Parce que, enfin, pas avec n'importe qui pour le coup, mais si là je dois faire, si j'ai une compète ou si j'ai un truc où c'est important, s'il y a un enjeu et qu'il faut que je gagne, tu dis sur ton game plan, là je vais aller sur un truc que je sais faire et je vais essayer de gagner avec les points forts que j'ai. Mais pour moi c'est pas stimulant. Enfin, c'est stimulant, il y a deux choses, tu vois, parce que pour moi, c'est stimulant de me dire, je voudrais être capable de faire mon triangle, de passer à absolument tout le monde. Ça, c'est cool. Tu vois. Après, c'est pas de moi, hein, je crois que c'est Bruce Lee qui dit ça, qui dit, ouais, il faut pas que tu aies peur du mec qui peut faire 1000 techniques, il faut que tu aies peur du mec qui peut faire une technique à 1000 gars. Ou une technique 1000 fois. Ouais. Voilà, une technique. Voilà. Donc, moi, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que chacun va réagir différemment et tout. Mais moi, c'est toujours pareil. Je vois tellement qu'il y a des fondamentaux qui ont besoin d'être transmis et qui ont besoin d'être appris. Parce que, tu vois, c'est toujours le même truc. Demain, tu es là, on dit tu as une bonne garde. Là où tu t'entraînes, il n'y a personne qui te la passe ta garde. Très bien. Tu fais quoi le jour où il y a un mec qui t'explose ta garde? Et qui, là, maintenant, il est plus là où tu as l'habitude. Si tu n'as jamais travaillé... dans ces positions-là. Et voilà, on va arriver sur un problème dont on a déjà parlé, qui va être comment on arrive à travailler à l'entraînement. Comment on arrive à travailler, voilà, et comment on arrive à arrêter de vouloir gagner.
Et ça, c'est un truc que j'ai vu quand même assez rarement, en réalité. Parce que tu vois, donc après le Canada, je reviens en France un peu, et puis après je pars en Angleterre. C'est là où je vais passer du temps à Fight Zone à Londres. Je passe 3-4 ans à m'entraîner là-bas, avec Marco Cagna. Et c'est peut-être là où je commence à avoir un système. Là où je commence à... Mais peut-être parce que j'y reste plus longtemps aussi. Je commence à avoir un système de, tu vois... mais ça reste quand même un truc très offensif, un truc qui demande quand même qu'athlétiquement tu sois là. Ce qui, moi, me gêne pas à l'époque. À ce moment-là, moi, je fais quasiment que ça, tu vois. Ma vie, à ce moment-là, s'organise autour du jiu-jitsu, donc ça me va bien. Mais quand je me futurise à 60, 70 ans, je vois bien que les toréando et tout, je vais peut-être avoir un peu du mal, tu vois. Avec une épaule gelée. Ça c'est possible. Mais du coup, est-ce que ça a à voir avec le fait que le langage, il était plus tout à fait nouveau? Parce que l'analogie que je fais souvent quand j'essaie de discuter du jiu-jitsu avec les gens, c'est que finalement, le jiu-jitsu, c'est un langage en soi. Tu vas pas commencer à parler à un enfant et lui expliquer comment on rédige une thèse. Tu commences avec des choses simples, il va répéter ce que tu dis. Donc finalement, c'est mimer ce que ton professeur ou les personnes autour de toi t'apprennent. Ensuite, tu te l'appropries, tu commences à faire des phrases. Ça n'a pas trop de sens, c'est peut-être hors contexte, mais tu fais des phrases. On comprend à peu près ce que tu veux dire. Et ensuite, tu arrives à organiser des idées, les structurer, et écrire des paragraphes. Là, c'est le moment dessus pour moi où tu construis justement ces ponts dont tu parlais tout à l'heure. Et après, tu composes ton jiu-jitsu. Tu es capable de défendre ton mémoire, ta thèse, ce que tu veux. Et là, tu proposes un jeu avec une intro, un développement et une conclusion. L'intro, c'est quoi? C'est en début de combat, moi je suis plutôt la personne qui joue debout, ou plutôt la personne qui jette au sol, faire la garde. Le développement, c'est je suis plutôt dans un système de garde ouverte, de garde fermée, de passage en pression, de passage à distance, de leg lock éventuellement. La finalisation, comment tu finis ton combat. Sachant qu'on n'est pas tous orientés vers la soumission. Je sais qu'il y a plein de gens, ils sont très très axés points, éventuellement avantage, tu vois. Et du coup, est-ce que cette maturité que tu dis que tu atteins, c'est comme ça que je l'interprète, quand tu dis que tu comprends un peu mieux le langage, c'est parce que tu as passé assez de temps en jiu-jitsu, ou c'est parce qu'il y a eu un déclic quelque part, ou c'est que l'approche a changé une fois que tu arrives à Londres? T'as raison, on arrive à un point où, moi quand j'arrive à Londres, on est en 2014, 13-14, donc là ça commence à faire 4-5 ans quand même, 2009, c'est ça, tu vois, après ça fait 4-5 ans que même si je m'entraîne pas forcément tout le temps, très très régulièrement, c'est quand même un truc auquel je pense, c'est quand même, tu vois, si je m'entraîne pas, des fois je regarde des vidéos, tu vois, c'est quand même, voilà, on commence à voir un petit peu la globalité du truc. Mais c'est quoi la question? La question, c'est est-ce que cette lecture de jeu que tu vois un peu plus genre explicite, c'est grâce à l'expérience de tout ce qui s'est passé avant, ou est-ce que c'est parce qu'on te propose un truc à Checkmat, à la Fight Zone là-bas, qui te paraît plus explicite et plus cohérent pour toi? Ah non, c'est pas plus cohérent. C'est toujours pareil, je trouve que c'est bien, mais je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué, je trouve que c'est beaucoup d'informations à chaque fois. Faut mettre un grip ici, un grip là, un truc là, un truc là, un truc là. Et moi, j'ai été habitué à qu'on m'explique un concept. Et que derrière, tu te débrouilles un peu avec ça. Donc, concept, il y en a pas des masses, il y en a quelques-uns qui sont importants à savoir, et tu te rends compte que si tu apprends ça à quelqu'un, il va vite se débrouiller avec moins d'infos en tête, si tu veux. Donc là, on est vraiment sur des trucs, tu grippes là, trucs comme ça. Et quand ça marche pas, quand ça marche pas et que tu appelles le prof, des fois il a de la chance parce que il corrige bien, mais tu sens quand même que... En tout cas, moi j'ai besoin de réfléchir le truc. Moi j'ai besoin de réfléchir le truc, et des fois spontanément, tu vois, je comprends pas... Il y a quoi comme exemple qui est... tu vois, par exemple, le renversement depuis la single X. Renversement single X où tu vas venir, donc voilà, tu imagines le gars qui est là, tac, tu prends ta single X, et puis tu vas venir le renverser, tu sais, en lui emmenant le genou sur le côté. Tu vois. Celui-là, moi au début, je comprenais même pas comment il marchait. Et on me l'expliquait tellement mal que ça marchait pas, impossible. Une fois qu'on m'a dit, ok, alors,
faut que son genou il reste dans tes genoux à toi. C'est pas un renversement immédiat, c'est un renversement où, comme tu vas mettre le poids, lui il va step et il tombe, tu vois. C'est comme un étranglement, tu vois, si tu commences à vouloir que ton étranglement, ton étranglement col croisé, il fasse taper le mec en 3 secondes, bah non. L'étranglement est sanguin, donc ça va prendre plus longtemps. Et donc c'est des trucs où je trouvais que c'était le bordel en fait. Je trouvais que c'était le bordel. Après voilà, moi je suis pas non plus une lumière, donc peut-être que tu vois, et puis il y en a, il n'y avait pas de soucis, hein. Il y en a, ils captaient tout très vite. Moi voilà, c'était pas mon école de me dire ouais, je vais aller prendre ces grippes là. Moi c'est plutôt, tu prends un peu ce qu'on me donne. Et c'est une autre approche après, tu vois, c'est une autre approche qui va avoir les inconvénients de ses qualités, tu vois, les défauts de ses qualités, pardon. Tu peux avoir un jiu-jitsu qui est hyper masculin, c'est-à-dire tu vas vraiment vouloir installer ton jeu et dire voilà, moi je vais faire ça et je vais détruire tout ce qu'il y a sur ma route. Très bien, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. L'avantage étant que tu vas pas avoir de surprise. L'inconvénient étant que si tu n'arrives pas à faire ce que tu as prévu de faire, qu'est-ce que tu fais? Bonne chance. Et pareil pour un jiu-jitsu qui va être peut-être un peu plus. Alors quand je dis féminin-masculin, c'est au sens symbolique du terme. Féminin qui va être dans l'accueil et dire ok, moi je vais prendre ce qu'on me donne. Et je vais travailler avec ça. Parce que je prends le risque, si moi je fais une action, de faire une erreur. Ou que l'autre potentialise dessus, etc. Donc et là c'est pareil. Si en face c'est trop fort et que je suis trop. Que j'arrive pas à recevoir parce que c'est trop fort, c'est pareil, je me fais exploser. Donc il y a des équilibres à avoir. Ouais, c'est ça, des équilibres à avoir dans ta vision du truc. Il y a des gens avec qui j'arrive pas du tout à. Il y a des gens avec qui j'arrive pas du tout à avoir un jiu-jitsu en réception. C'est trop dur ce qu'ils me proposent. Ouais. C'est trop dur, ça va trop vite. Et pour le moment, j'ai pas la capacité de gérer ça. Ok. Mais du coup, moi c'est mon objectif. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de me dire du coup, parce que j'ai eu ça. J'ai eu des fausses révélations à me dire non, en fait, tout ça c'est des conneries. Là. Moi je vais faire comme eux là, machin, je vais devenir super balèze, super fort, super rapide, super truc. Je vais apprendre super bien mes techniques. Mais il y avait toujours un moment où je revoyais Jean-Marc et paf. Ouais. Il faudrait que je le rencontre réellement ce Jean-Marc. Parce que ça fait un moment que tu m'en parles et ça m'intrigue en fait le truc. Mais j'ai conscience qu'il y a des magiciens comme ça. Il y a des sorciers comme ça qui arrivent et qui. Moi je suis de l'école, je suis un peu c'est un peu ce que tu décris, mais pas complètement, sans tomber dans l'extrême. J'attache énormément d'importance à adapter une condition physique qui soit adaptée à mon jeu. Ouais. Sachant que j'aime bien être explosif lorsque je suis dessus. Dessous, j'aime beaucoup être résistant et hisser mes jambes pour te faire, si je peux te faire t'envoler le plus possible, ça m'arrange. Et ça, c'est cool. Je sais qu'il y a des gens qui ne partagent pas du tout le besoin ni l'envie de se préparer physiquement à l'effort jiu-jitsu et du coup, ils doivent miser sur autre chose. Et c'est là que ce genre de sorcier arrive, j'imagine. Basé sur des concepts, des trucs qui gaspillent pas énormément d'énergie. Et ce matin, j'ai donné un cours à un élève qui pratique le kung-fu aussi. Et il me disait qu'un des principes là-dedans, c'était effectivement éviter tous les mouvements parasites, toutes les étapes intermédiaires qui peuvent être nocives en fait, qui peuvent nuire à la qualité de ta technique, et c'est comme ça être le plus effectif. Tu vois. Et moi, de ce que tu me décris pour le moment, j'ai pas eu la chance de tourner avec ce Jean-Marc encore ni de le rencontrer, mais c'est un peu ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il te met des pressions là où il faut, sans avoir forcément à forcer, toi tu n'arrives pas à te placer en face. C'est ça. Et peu importe tes qualités athlétiques ou ce que tu veux, ça ne suffira pas forcément. Quoi. Alors, toute proportion gardée, bien parce évidemment, il y a quand même un aspect condition physique qui est très important. C'est-à-dire que, bon, là, moi, je suis pas du tout en forme en ce moment, parce que voilà, j'ai peu de volume d'entraînement. Et du coup, ça fait que forcément, ton corps, s'il n'est pas habitué, tu ne peux pas tenir très longtemps. Il y a quand même un aspect cardio en combat, il y a quand même, il y a quand même cet aspect condition physique, athlétisme, qui va faire la différence. Si deux mecs ont le même niveau technique, à un moment donné, celui qui est plus rapide va gagner.
qui est plus athlétique va gagner. Toi aujourd'hui, vu ton, comment dire, vu ta position dans le circuit et vu tes objectifs, ce serait aberrant que tu n'aies pas de préparation physique. Ce serait aberrant. Moi, quand je me remets à la compétition, je sais pas quand ce sera, mais c'est pareil, ce serait aberrant de le dire je vais le faire sans condition physique. C'est pas possible en fait. Aujourd'hui, hein, peut-être à une époque ça pouvait marcher. Peut-être à une époque, aujourd'hui le niveau fait qu'en fait ça peut pas J'ai marcher. beaucoup aimé cette discussion qu'on avait eue un jour quand on était à l'OLAC. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. Qui est effectivement, à la base, de toute façon, les arts martiaux, c'est quand même pensé pour que quelqu'un de moins athlétique arrive à détruire d'une façon ou d'une autre une personne plus forte, plus grosse, plus grande. C'est ce qu'on nous raconte beaucoup chez les Gracie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Gracie, c'est une famille de petits, faibles, et ceci et cela. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, le Jiu-Jitsu, il est rendu accessible à tout le monde. Ouais. Mais tout le monde, il connaît les mêmes leviers que toi, il connaît les mêmes techniques que toi, globalement, je veux dire. Mais par contre, c'est un athlète que tu as en face de toi. C'est ça, c'est un athlète, et à l'époque c'était moins le cas, mais si tu regardes Rickson, c'était un athlète aussi. Rickson, si tu veux, bon, moi je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai quand même une anecdote. Quand j'étais à Londres, donc je m'entraînais là-bas depuis un moment, il y avait, le niveau était bon, hein, il y avait des mecs comme Jackson Souza qui étaient là de temps en temps, d'autres gars qui étaient, tu vois, de type maçon polonais qui s'entraînaient tous les jours, qui faisaient qui étaient très, tu vois, il y avait quand même beaucoup de violettes, beaucoup de marrons, quelques noirs, ça envoyait, tu vois. Ça bourrinait, mais ça envoyait. Et un jour, il y a un mec qui débarque. Il vient des États-Unis, il vient avec une fille qui s'entraînait avec nous, qui était partie s'entraîner chez Kron. Et qui revient avec ce gars, je sais pas, ils sont en vacances, il vient tourner. Et voilà, il m'invite à faire un sparring, donc le mec ceinture noire et tout, bon, on fait un sparring. Et alors là, je me fais rouler dessus par un mec qui respire calmement, qui n'utilise quasiment pas sa force. Et je suis subjugué. Parce que les gars d'avant, je vois qu'ils m'étranglent, qu'ils font des trucs, mais je vois quand même que ça leur coûte quand même, tu vois. Et que même si bon, ma résistance suffit pas, mon niveau technique suffit pas pour me défendre ou pour réussir à faire un truc, je vois qu'avec lui, c'est juste... Ouais. C'est fou, c'est de la folie ce que je vois. Ce que je sens surtout. Et après, j'apprends que donc lui, il s'entraîne avec Rickson depuis qu'il a 15 ans. Il s'appelle Morgan, je sais plus comment, il faudrait que je retrouve son nom. Ça se retrouve vite, ça. Ouais, il fait Métamoris numéro 6, je crois. Ok. Je sais plus ce que c'est son nom. Un blond, super sympa, très cool, redoutable vraiment. Mais voilà, on est sur un truc qui moi me parle parce que ce mec, je vois qu'il se fatigue pas en fait. Ouais. Je vois qu'il se fatigue pas et pourtant je vois qu'il est en forme. Hein. Oui, je vois qu'il est en forme, mais voilà. Mais il dépense pas plus que ce qu'il a besoin. Moi, je me fais exploser, mais je suis aux anges en fait. Ouais, je me dis putain, oui, si, ça existe. Parce que c'est ça en fait, je perds de vue des fois. Moi, je suis un peu l'orphelin, tu vois. Je suis loin de papa, je suis en train d'essayer de faire mes trucs. Il n'y en a pas un qui comprend ce que tu veux dire. Il n'y en a pas un qui comprend ce que je veux dire. Je vois ça nulle part. Et quand j'essaie de faire leur truc, ben en fait, quand je retourne à la maison, je vois que ça marche pas du tout, tu vois. Oui. Je vois des cinquantenaires qui ont pas de force et qui mettent leurs genoux dans des positions où en fait c'est imbougeable. Il a l'impression qu'ils pèsent 4 tonnes alors que non. Donc c'est quelque chose. Et j'apprends ensuite que Morgan, là, en question, il a tordu toute la salle en fait. Oui. Il a tordu toute la salle, il a fait taper 4 fois toutes les plus grosses ceintures noires de notre salle, qui est quand même à un niveau plutôt pas mal en Europe, tu vois, c'est une des grosses écuries européennes, Checkmat. Lui, il est venu, il les a tous tordus. Très bien. Donc, moi je vois ça, je me dis, ouais, moi c'est ça que je veux faire. Tu sais, donc à chaque fois c'est ça, c'est comme si à chaque fois l'univers m'envoyait des rappels en mode si. Ok, parfait. Donc est-ce que tu connectes avec ce gars-là au niveau jiu-jitsu et tu prends le temps d'aller chercher à comprendre ce qu'il fait? Donc vous avez le temps d'échanger là-dessus ou pas? Pas des masses, parce que il est là une fois, moi j'ai mon planning après de boulot, de trucs, je le vois qu'une fois. Je
le vois qu'une fois, j'ai pas trop le temps de discuter avec lui. Je sais qu'il repart aux États-Unis pas longtemps après. Mais je sais d'où il vient. Et puis ça colle en fait. Ça colle parce que c'est ce jiu-jitsu où tu vas essayer de te fatiguer le moins possible, tu vas essayer de ne pas te mettre en tension, tu vas essayer de respirer correctement, tu vas utiliser de la pression, du changement d'angle. Changement de vitesse éventuellement. Alors là, j'ai pas eu l'impression, mais il a pas eu besoin avec moi. Mais, avec moi, il a pas eu besoin de changer de vitesse, en tout cas, peut-être première seconde, faire beaucoup plus. Et après, oui, probablement des changements de rythme, des trucs bien plus avancés où moi, il n'a pas eu besoin. Ok, donc là, on arrive sur une question qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est la transmission du jiu-jitsu. Parce qu'aujourd'hui, tu es à 13 ans, si on compte depuis le début et qu'on oublie la pause, tu es à 13 ans de jiu-jitsu. Ouais. Moi, je suis arrivé à 10 ans il n'y a pas longtemps, je crois. Personnellement, je sens l'envie de transmettre. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Parce que c'est un truc que j'adore et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé le projet Meta Jiu-Jitsu. Aujourd'hui, on commence à mettre les choses en place physiquement, il y a une académie, il y a les élèves qui viennent, il y a des cours particuliers, il y a des choses. Ça, c'est bien joli, mais en ce qui me concerne, et là je parle au nom de Meta, je pense qu'il y a une restructuration des choses à faire. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de quitter et diverger de ce monde en 3 étapes, de échauffement, on prépare un marathon et puis on fait 300 mètres de langouste. On montre 3 techniques qui sont bien ou pas assez bien approfondies, ou peut-être c'est trop pour le public, ou peut-être qu'il y a trop de public pour le corriger. Et puis ensuite on passe vulgairement sur 1 ou 2 spécifiques, et puis on fait des randonnées, et on retient finalement très peu de choses. Hier, quand on a discuté, tu m'as parlé d'une chose, j'ai beaucoup aimé cette phrase. C'était quoi ? Tu m'as dit, en fait le jiu-jitsu, on te laisse pas le temps d'apprendre à faire quelque chose que tu ne sais pas faire, c'est ça que tu m'as dit ? Donc cette phrase vient de Jean-Marc encore. Donc je vais le citer. Souvent en fait on va t'empêcher de faire un truc que tu sais pas encore faire. Parfait. Ça c'est exactement c'est parfaitement exprimé en fait. Ouais. Aujourd'hui je me rends compte que lorsque je visite une salle, de façon générale, à part une salle en particulier où j'ai trouvé mon compte au Portugal, mais peu importe, de façon générale je vais retrouver la même structure et ça va être la même chose. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui n'a envie de chercher à approfondir les méthodes d'enseignement. Pour autant, oui, il y a des diplômes, BPGEPS, CQP, il y a le DIF, enfin le CFEB maintenant, le brevet fédéral selon les fédérations, qui sont des très bons diplômes probablement, mais je pense qu'aujourd'hui la qualité de l'enseignant ne dépend pas du diplôme, du bout de papier qu'il tient en main. Ouais, non. Alors du coup ma question c'est, selon toi, comment... dans ta position en plus où tu es en campagne, il va falloir que tu te montes un groupe rapidement. Ouais. Comment tu vas faire pour faire grandir un groupe au niveau technique et au niveau de ta conception du jiu-jitsu de façon organisée ? C'est quoi Comment tu vois ça ? Imagine qu'il y a une académie, tu as assez d'élèves, on va dire que tu as un groupe de 5-6 personnes déjà. Ouais. Alors déjà, ce qui facilite, c'est que chez Base, il y a un programme. Ça, c'est qui est défini. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas pas passer bleu parce que maintenant tu as fait taper des bleus. Et tu as fait 2 ans de jiu-jitsu. Et tu as fait 2 ans de jiu-jitsu, donc légalement tu peux avoir ta. Enfin, je sais pas quoi, c'est même pas légalement, mais. En gros, tu peux avoir ta bleue, et puis là, dans la piscine à requins, voilà, là maintenant. Tu arrives à martyriser les blanches et tu te fais plus martyriser par les bleus, donc tiens, tu prends ta bleue. Okay. Ce qui va être un truc que je vois beaucoup et qui en fait ça va avoir son avantage. Il y a quand même ce côté, je pense je me trompe sûrement, mais en tout cas j'ai l'impression que quand même c'est le côté sparring qui nous a donné l'envie de faire ce truc. Moi, ce qui m'a vachement... Okay. Ce que j'ai vachement aimé par rapport à des sports de contact où il y a des frappes et tout, c'est que là, tu peux y aller à fond en étant plus en sécurité, je sais pas comment dire, tu vois. Déjà, il n'y a pas la peur de la percussion. Voilà, c'est ça. Tu as des trucs où c'est plus, voilà, je trouve ça, et donc tu peux très vite avoir des degrés d'intensité qui sont maximales, ce qui est assez rare en fait quand tu débutes dans un truc. Si tu vas pas boxer, tu commences ta boxe, tu vas pas faire tes sparring en mode au max, tu vois. Je pense pas. Je n'ai jamais trop fait de boxe, mais tu vas aller tranquille, et puis c'est là où tu vois, c'est chiant tranquille. Parce que c'est vrai,
Quand tu commences, tu vois, si tu veux faire des sports de combat, si tu veux faire des trucs comme ça, peut-être que tu as envie d'avoir un peu d'intensité. Donc ça, c'est un truc qu'il faut garder. Par contre, il faut moduler les intensités, ça c'est sûr. Si on veut vraiment parler de comment on veut faire évoluer le Jiu-Jitsu dans son approche et comment réussir à le transmettre mieux, et que les gens apprennent plus vite, il faut déjà moduler les intensités. Et ce qu'il faut moduler aussi, à mon avis, c'est... oui, parce que oui, Jiu-Jitsu, il n'y a pas d'ego au Jiu-Jitsu. Alors c'est faux, il n'y a que ça. Que des égos qui viennent, et puis à un moment donné, moi le premier, hein, si tu veux, il y a des gens, ça me fait chier s'ils me tapent out, tu vois. Je préférais me faire déglinguer une cervicale et me faire arracher une oreille que de taper sur ce gars-là, tu vois. Et c'est une horreur, tu vois. C'est une horreur, c'est terrible, mais c'est des comportements que j'ai déjà eus, tu vois. Il faut arrêter avec ça. Il faut réussir, tu vois, les animaux, pour apprendre un truc, il faut qu'ils jouent, ils sont dans le jeu. Tu vas avoir deux chatons, tu vois, les gens qui ont des animaux, tu verras, ils jouent. Ils jouent, mais ils se la donnent, tu vois. Ils se bastonnent fort, mais ils jouent, ils sont dans le jeu. Et en fait, tu as les travaux de, comment il s'appelle lui encore, Ken Robinson, par exemple, donc c'est un Anglais qui s'occupe un petit peu de traiter de ces questions d'éducation, machin. Donc il te démontre complet le système scolaire qu'on a aujourd'hui. Et il y a un des trucs que j'ai retenu et qui est vrai, c'est que ça. C'est qu'en fait, quand tu es en stress, quand tu as peur, tu peux pas retenir une nouvelle information. Tu veux pas, tu vois, si tu veux, si t'as peur, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si moi j'ai peur que ma vie est en danger, je vais pas commencer à m'amuser à faire un truc que je sais pas faire. Pour quoi? Pour la beauté, tu vois, pour mourir en beauté. Non, je vais faire le truc dans lequel je suis à l'aise. Et voilà, parce que là, il faut que je survive. Yeah. Et en fait, ça, je pense qu'il faut le chasser. En tout cas, il faut pas le chasser entièrement, il faut le mettre, mais il faut contextualiser plus. Parfait. Il faut avoir une intelligence contextuelle qui est plus développée. Parce que, putain, c'est tellement mieux de jouer. Oui. C'est tellement mieux d'avoir ton partenaire, de pas te demander, ouais, tiens, là, j'ai vraiment pas envie de taper, ou j'ai vraiment pas envie qu'il passe ma garde. Ah ouais, mais en fait, comment tu vas travailler les distances qui sont plus proches si en fait... Alors c'est bien, parce que ça se trouve, t'as peur panique de te faire passer la garde, ça t'a développé une bonne garde. Et forcément un jour, il y a un mec qui va te la passer cette excellente garde, c'est sûr. Yeah. Ça va arriver, tôt ou tard. Peut-être pas dans des... Comment dire, peut-être pas dans des tournois importants, peut-être pas... Et à un moment donné, peut-être ça va être, tu vois, ça va être je sais pas, un mardi soir, tu vois, random, il y a un mec qui va débarquer, il va te passer ta garde. Oui. Et là, si t'as jamais été... si c'est une source de stress pour toi, tu vas pas être bien, si tu l'as jamais travaillé. Clairement, ok. Et donc, il y a des choses comme... Déjà, sur ces aspects-là, il y a du gros travail à faire, qui, à mon avis, il a été fait, parce que nous, c'est des trucs auxquels on a déjà pas mal réfléchi. Après, t'as un truc qui va jouer, c'est ce que je te disais, ouais, cette intensité, cette culture du jiu-jitsu, là, de dire, ouais, tu vois, t'es là, t'as les mecs qui se la donnent à la fin, tu vois, comment ils disent, le porrada, c'est ça? Everyday porrada. Everyday porrada, ouais, voilà. Déjà, les mecs qui font everyday porrada, moi je suis désolé, mais soit faut que tu te charges comme une mule, soit t'es une force de la nature, ça existe, hein. J'en connais, moi j'en ai déjà rencontré des gens qui sont, c'est des forces de la nature. Tu te dis, ouais, les mecs ils sont capables de se faire je sais pas combien d'entraînements par semaine, ils sont capables, tu vois, même dans un autre contexte, tu vois, de te faire de courir pendant 32 heures sans s'arrêter. Ça, tu le payes au bout d'un moment. J'ai été bloqué dans ce système-là à un moment où j'étais au Portugal. J'avais tellement de choix dans la quantité des entraînements, de fréquences, de sparring partner, de jeux que je connaissais pas, que je suis tombé dans le piège de me dire ok, à chaque entraînement, 100% intensité, on y va, peu importe. Ouais. Et même si je me disais j'y vais, je veux pas y aller à fond, je finissais par y aller à fond au final. Ouais, c'est ça. Gros piège. Ouais, Aujourd'hui, comme tu as vu hier quand tu étais venu nous visiter à l'académie, j'essaie de restructurer complètement mon approche. C'est-à-dire, on s'est fait 2 sparring à la fin parce qu'on se voit jamais, mais le cours en soi, c'était constitué de drill, rapide, de techniques bien évidemment adaptées au public qui est là, parce que les personnes connaissent plus ou moins les techniques. Donc un détail ou deux maximum pour ne pas se perdre, mais du drill rapide sans résistance pour s'échauffer, avec un autre exercice de thème, d'installation de garde, sans forcément forcer. Tout ça sur des temps où les gens ont le temps de développer et de le refaire, qu'au niveau schéma hauteur ce soit cool. Ensuite en menu principal, on avait un exercice de composition de garde, chercher à établir un type de garde qui était établi.
Et on a fait ça pendant 36 minutes à peu près. Et puis sur la fin, on avait ce jeu où on cherchait justement à combiner. La personne qui est passée en speed pass, elle cherche en speed pass, et la personne, elle cherche à établir ses grilles. Et ça va pas plus loin que ça. Et moi aujourd'hui, ce que je pense, c'est ce que tu dis avec cette histoire de jeu, c'est que je souhaiterais que les personnes qui veulent apprendre le jiu-jitsu soient des personnes, qui viennent pour apprendre un savoir-faire, donc une technique, un skill, et qu'elles prennent plaisir à le faire. Et qu'on ne rentre pas dans ce jeu d'ego justement dont tu parlais il y a 2 secondes, c'est le jeu de « Ah, mais j'ai réussi à établir ma garde, yes, trop bien !» Et voilà. Et ça suffit. Et voilà. Et après, avec la polarité opposée de la détresse intense, le jour où tu t'es fait exploser par tout le monde. Exactement. Et du coup, tu sors du travail. Et ça, je pense que c'est une culture d'académie à mettre en place, dès le début en fait. Oui. Dès le début, moi, mon job d'instructeur maintenant, là, c'est ça quoi, c'est de corriger dès que je vois ça. D'éduquer, en fait. C'est exactement il y a ça. un gros rôle d'éducation, je trouve. Il y a un rôle d'éducation à faire, il y a un rôle de recadrage émotionnel à faire. Il y a quand même, si tu veux, tu peux avoir de tout dans tes élèves. Tu peux avoir des gens qui ont vraiment des choses dans leur vie. Parce que certes, on a tous le kimono, machin, mais non, en fait, à côté de ça, et c'est un des trucs magnifiques avec le jiu-jitsu, c'est que tu vas connecter avec tout type de personnes. Exact. Peu importe la catégorie socio-professionnelle, le passif, t'as des gens qui ont vécu des trucs émotionnels super durs, t'as des gens qui ont eu des vies émotionnelles plutôt tranquilles, il y a de tout. C'est pour ça que c'est important d'éduquer sur ces trucs-là, à mon avis, sans partir, sans dire qu'on va faire une psychanalyse à tout le monde, mais notre job c'est de repérer, ok, lui ou elle a tendance à monter vite dans les tours, par exemple. Oui. Je vois que quand il tourne, il serre des dents, il ne respire pas. Il y a des choses, à mon avis, à corriger à ce moment-là. Tu vois, il y a des trucs, tu vois, style la respiration. Ça, en fait, c'est un truc, j'ai vu nulle part, 0 personne parler de la respiration pendant que tu tournes. Tu vois, c'est un truc accessoire. C'est un truc, on ne parle pas du tout. Je peux te dire que l'autre, hein, Morgan, quand il m'a roulé dessus, je voyais que c'était son... Non mais, c'était son jujitsu qui était au service de sa respiration et pas l'inverse, tu vois. Et je pense que ça, après, en termes d'état interne, je sais pas comment dire, tu vois, mais d'ancrage, de présence, de focus, de tout ce qu'on a besoin, en fait, pour... Je pense que c'est ultra important, mais ça, c'est des trucs, tu vois, pour nous, déjà, c'est presque tard, en fait. Moi, je retombe dans mes travers tellement vite, en fait. Il suffit que je sois un peu stressé, il suffit que j'ai une opposition, que je commence à me dire, ouais, là, c'est chaud, j'oublie tout. J'oublie tout, je respire fort, je bouge dans tous les sens, je fais des erreurs. Heureusement, c'est ça qui est cool, parce que sinon, je pense que si à un moment donné, tu dis, bon, bah, c'est le système, je maîtrise, moi, par exemple, je passerai à autre chose, parce que ça ne m'intéresserait pas. Ce qui est stimulant, je trouve, c'est que ce truc-là... toujours des gouffres de détails à explorer qui sont ultra fascinants. Mais ouais, je pense que c'est des trucs qui, bon, bah ça c'est pas... Tu vois, quand même, faut pas oublier que ça fait quoi? Nous, on va être la combienième génération de ceinture noire en France? Je sais pas où il faut pas non plus, tu vois, mais à l'époque, enfin tu vois, si tu fais 20 ans en arrière, donc là on est en quoi? Voilà, c'est ça, il y a 30 ans en arrière, je sais pas, tu vois, il y avait quoi? Il y avait très peu. Peut-être 2 ou 3, je sais pas. Il n'y a pas eu beaucoup. Donc nous, on doit peut-être, je sais pas, peut-être la 3e génération, j'en sais rien, peut-être un truc comme ça. Ouais, peut-être un peu plus, je dirais, mais il n'y a pas beaucoup. Et puis effectivement, je me rends bien compte qu'il y a très très peu de ceintures noires en France. C'est en fait, en comparaison avec ce que j'ai vécu au Portugal pendant 3 ans, où c'est arrivé qu'il y ait une trentaine de ceintures noires sur le tatami, s'il y a 30 ceintures noires adultes, c'est-à-dire entre 20 ans et 30 ans en France, c'est magnifique. Quand tu dis que peut-être pour nous même c'est trop tard et tu retournes dans tes travers, aujourd'hui en cours particulier, j'ai une ceinture noire qui vient me voir. Il a probablement commencé le jiu-jitsu, il faut que je reprenne un peu la date, mais il a commencé le jiu-jitsu avant même que je sache que ça n'existe ce sport. Il y a un gouffre technique et du jeu qui s'est passé entre le moment où il a eu sa ceinture noire, où moi je l'ai eu, et même entre le moment où il a commencé le jiu-jitsu et moi j'ai commencé.
Mais aujourd'hui, il a quand même cette maturité d'esprit, avec son temps de jiu-jitsu qui est largement supérieur au mien, de venir me voir et me demander mon avis sur son jiu-jitsu, sur des positions, et venir chercher justement l'inverse de ce que l'on vend, c'est-à-dire aller à un open mat et rouler pour rouler, sans objectif, sortir de là en ayant tout fait et rien fait, mais surtout rien fait, et finalement ça lui procure plus assez de plaisir. Et donc il y a des gens qui sont dans cette démarche. C'est personnellement, enfin, c'est même pas personnellement, c'est dans le projet de Meta, c'est nous on cherche à vraiment viser ce genre de personnes-là. Les gens qui ont envie en fait de se dire ah ouais j'ai envie de redécouvrir mon sport, parce qu'en fait je fais plus rien là. Là je suis dans une routine où je vais tourner, j'apprends pas grand chose, il n'y a pas de réel débrief, je prends pas trop le temps de filmer mes combats, mais finalement ouais j'ai envie d'apprendre en fait quoi. J'ai envie de sortir de là avec un truc, bordel. Je crois que je fais un truc bien, je le fais pas, en fait, y a plusieurs armes qui permettent d'avancer, et en fait, malheureusement, c'est pas du tout développé. Et moi, c'est ça qui me chagrine, surtout dans un sport aussi complet techniquement que le jiu-jitsu, quoi. Je veux dire, waouh, sans parler des différents noms techniques, il y a énormément de situations. L'échange debout, mettre des grippes, installer une garde, faire la rétention, bloquer le jeu, attaquer, renverser, être debout, bloquer, attaquer des leg locks, passer. Je veux dire, il y a énormément de situations de jeu. Et aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui se retrouvent à taper dans les mains et faire... Alors ça, c'est super pour justement, je trouve, la condition physique dont tu parlais tout à l'heure. Parce que tu conditionnes ton corps à ton style de jeu et ça, c'est cool. Mais finalement, en termes de reconnaissance de patterns, de situations, de techniques, de réponses, ça reste très très pauvre et très lacunaire, je trouve. Du coup, comment toi, tu souhaites amener ça dans tes cours? Est-ce que tu veux diviser les choses? Ou est-ce que tu penses que ça s'apprend un peu sur le tas? Comment tu... Comme je te dis, je pense que là où je voulais en venir en disant que finalement, en fait, en France et même globalement, ça reste quand même une discipline qui est jeune. Et donc, les méthodes d'enseignement sont peut-être toujours un peu archaïques. Et puis, après, si tu veux, je sais pas combien, et c'est peut-être un truc qui se fait un peu globalement en ce moment, mais il y en a peut-être pas beaucoup, tu vois, où ils ont leurs élèves qui remettent en question ce qu'ils font. Tu vois, il y en a peut-être plein qui sont très contents d'être adoubés par le prof, et puis d'être des bons élèves, et puis ils remettent pas forcément en question le truc, puis ils s'en tapent. Eux, ça les intéresse peut-être pas de remettre en cause le truc, ou d'essayer de trouver des moyens d'être un peu plus efficace, mais ça veut dire que l'inverse existe. Et l'inverse, ça va être des gens qui ont envie qui se rendent bien compte que peut-être que si moi je peux m'entraîner que 3 fois par semaine, j'ai peut-être envie que ce soit efficace. J'ai peut-être pas juste envie d'aller me foutre sur la gueule avec mes potes, même si c'est cool. Ouais. Mais peut-être que j'en ai, tu vois, parce que... Il faut plus que ça, quoi. Il faut autre chose en tout cas. Bah ouais, et puis tu vois, en termes de blessures, en termes de trucs, moi je voyais que dès que je passais les... J'étais dans des endroits où dès que je passais les 4-5 entraînements par semaine, je commençais à avoir mal au corps, tu vois. Ouais. Et je voyais quand même que, en termes de retour sur investissement, ça pouvait être quand même vachement mieux. Clairement. Ça pouvait être vachement mieux. Donc à mon avis, il y a une refonte. Il y a Une restructuration? Ouais, une restructuration à faire. L'échauffement, il faut le garder. Le développement de la motricité, il faut la garder. Parce que tu vas être avec des gens qui n'ont jamais foutu le cul par terre. Donc ça, il faut absolument le garder. Adapté au public éventuellement. Ouais. Et puis aussi adapté à ce que tu vas vouloir montrer ensuite. Je sais pas, je dis n'importe quoi. On va dire que aujourd'hui, on va travailler, je sais pas, un truc défensif. Le mec, il est remonté sur toi. Et puis à un moment donné, une des sorties qu'on va apprendre à faire, ça va être, je sais pas, par exemple, soit le... Comment ça s'appelle? Je connais pas les noms. Voilà, le hip bump en arrière, là, tu vois, la torpille, là. Mais pour faire ça, il faut savoir lever la hanche, et puis il faut savoir la lever, pas la baisser de suite. Il faut savoir... Enfin, tu vois, il y a toute une... Tu vois, c'est pas juste lever la hanche, c'est lever la hanche et se retourner avec la hanche toujours en l'air. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça, par exemple, ça peut être une bonne idée de s'échauffer en faisant des trucs comme ça. Des choses adaptées en fait. Des choses adaptées, voilà. Un échauffement adapté à ce que tu montres dans ton jeu. Voilà. Si à un moment donné, on se dit, bon, on va travailler les défenses, on va travailler nos défenses, c'est peut-être bien de faire... Moi, tu vois, je leur fais faire des crevettes, mais il y a un pied qui va faire la mobilité, et puis l'autre, il reste ici. Pour apprendre, commencer déjà à apprendre à faire plusieurs trucs en même temps. Parce qu'en jiu-jitsu, en fait, tu te rends compte que c'est ça. Tu as
main qui fait ça, t'as une main qui tient ça, t'as une main qui fait ça, machin. Et après voilà, ça veut dire qu'il faut... Après voilà, le truc aussi c'est que tu peux pas tous les jours faire un nouveau truc. Donc il y a aussi une... Non, il y a cette histoire de répétition, voilà, bien sûr. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de mettre ton échauffement au service de l'information technique que tu vas donner ensuite. Et puis ensuite, progressivement, de mettre en opposition complémentaire ton appropriation technique. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, mais moi tu veux m'apprendre un truc, si je sais pas le faire et que tu m'empêches de le faire parce que tu as envie de gagner, bon, bah, en fait, toi tu es content parce que tu as gagné, mais en fait, bon, bah, voilà, je suis juste un autre truc à ton tableau de chasse, bon, tu es content, moi je suis là, bon, bah, ok, je n'ai pas réussi à le faire, donc peut-être ça marche pas, tu vois, il y a plein de trucs. Là, tu vois, c'est ça, avec le temps, là, quand ça commence à faire un moment que tu es dans le truc, tu vois des niveaux de détail sur des trucs qu'on t'a montré le premier jour. Mais tu te dis, putain, hein, en fait, moi, comment on m'avait jamais laissé le faire? Tu vois, moi, je vois très rarement des mecs qui font des clés de bras depuis la gare, par exemple. Alors que, putain, c'est un truc de base. Un truc de base. C'est un truc, si tes contrôles sont bons, normalement, ça passe. Puis si ça passe pas, ça fait un renversement. Mais la manière dont c'est montré et puis la manière après dont c'est travaillé, tu vas être avec un mec qui sait que tu vas lui mettre une clé de bras et qui veut surtout pas te donner le bras, tu fais quoi du coup? Tu vas travailler sur autre chose, voilà, et donc, du coup tu passes à côté du travail. Donc il y a un travail, on va dire, psycho-émotionnel à réaliser en fond en fait. En fond, c'est une culture d'académie qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que... Et moi je saurais que j'aurais réussi quand je saurais que je peux aller avec mes élèves et que je peux leur laisser le bras comme ça et que je peux travailler ma sortie sans avoir peur qu'ils m'éclatent le bras. Non, mais sans avoir peur non plus qu'ils soient trop gentils avec moi. Il y a un équilibre à trouver. Je ne peux pas te dire si c'est facile ou pas à faire. J'ai l'impression que c'est par là qu'il faut aller parce que ça me semble cohérent. Ça me semble cohérent qu'on reste dans le jeu pour progresser. On est des animaux quand même, à charge de conscience certes, mais on reste quand même des animaux, donc on apprend mieux par le jeu, on apprend moins bien quand on a peur. Certes. Le contexte de compétition est super parce que justement c'est un changement de contexte. Mais voilà, c'est un changement de contexte. C'est-à-dire que la compétition, normalement, c'est pas à l'académie. Oui. À l'académie, c'est justement. Mais il y en a qui vont pas être du tout dans le circuit compétition. Moi, je vais pas faire de compétition, machin. Moi, j'en fais partie. Hein. Ouais, non, mais ok. Mais je sais ce qui va suivre. Et le coup, mais du coup, ça veut dire que moi, il faut que je me discipline à me dire, je suis pas là-bas pour faire la compétition. Tu vois, je vais pas être là à vouloir à être dans ce mindset-là. Soit je veux me tester, voilà, je veux montrer que là, mon truc, il marche, sans dire je vais être le plus fort, parce que c'est pas vrai. Je pense pas qu'il y ait des gens qui pensent que c'est parce que tu as gagné une médaille à 5 € que tu es le plus fort. Mais comment dire, il faut contextualiser les choses. Moi je vais à l'entraînement, c'est pour m'entraîner, pour faire la compétition. Et tu peux mettre énormément d'intensité dans le jeu. Tu peux mettre énormément d'intensité dans le jeu. Mais pour ça, il faut que je fasse confiance à mon partenaire. Et à quel moment je peux faire confiance à mon partenaire si lui, quand je lui mets une clé, il veut pas taper, donc je lui pète le bras? Parce que ça va dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens. Moi, ça m'est déjà arrivé, le gars veut pas taper. Je fais quoi, moi? Je le lâche et après, il m'éclate. Donc non, tu t'es là, tac, puis là, tu sens que clac. Tu sens que là, il y a un petit ligament qui est en train de tirer, là. Et là, il crie et il tape. C'est horrible, tu vois, c'est horrible pour tout le monde, ça. Après, moi, coupable, hein. Moi, j'ai fait les deux. Hein. Moi, j'ai fait les deux. J'ai été le gars qui a pas voulu taper, qui s'est fait à moitié, qui s'est pris une entorse du coude. Et j'étais le gars qui était dans l'autre sens, où tu mets une kimura et l'autre, son épaule, elle saute. C'est marrant, ça, parce que t'es quand même un être humain, mais ce que je veux dire par là, c'est quand même t'es quelqu'un qui a investi dans le jeu d'échecs. Tu me parlais des échecs, tu me parlais de ce système d'imprécision hier, qui est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, moi je suis pas du tout un joueur d'échecs confirmé, voire je suis vraiment débutant, je vois à peu près comment ça bouge chaque pièce, mais ça s'arrête là.
Mais pour autant, même à la compétition, quand je me fais finaliser il y a 3 jours, bah, c'est ok en fait. En fait, c'est que je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le processus. Comment ça se fait que j'en sois arrivé à une position où je me suis fait soumettre. Puis après, il faut taper. Tant pis, il y a des gens qui regardent, tout le monde est content, mais moi, je veux dire, j'ai une vie, il faut que j'aille donner des cours, éventuellement, il faut que j'aille bosser, faire autre chose, donc c'est pas très grave, tu vois. Et du coup, je pense qu'il faut aussi se dire, bah, c'est pas la peine de se prendre tant au sérieux finalement, tu vois. Une clé de bras, c'est une clé de bras, tu vois. C'est le but du jeu en fait, finalement, c'est amener la personne à une position où il peut plus sortir. Tu veux plus sortir, tu vas pas te faire mal. Enfin, je veux dire, si tu veux continuer à t'entraîner, c'est logique de taper, quoi. C'est ce que nous on a appelé l'intelligence contextuelle. C'est qu'à un moment donné, c'est intelligent peut-être de se laisser péter le bras parce que je sais pas, c'est jamais. Je sais pas, tu sais jamais, tu vois, une clé de bras ça peut être un entraînement, un chat, mais ça peut, j'en sais rien, moi, ça se trouve ça peut être dans un contexte où il vaut mieux que tu te laisses péter le bras et que tu puisses te sauver, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Je peux pas dire, comme il n'y a rien d'absolu, jamais, que c'est toujours contexte dépendant, Oui. c'est là où il faut être intelligent par rapport à ton contexte. Ok. Maintenant reprenons notre contexte qui est, on est des athlètes récréationnels, on va dire. Ben tu vois, j'écoutais un podcast de Danaher il y a pas longtemps là, et ils en parlent de ça. Ils disent, ben lui, il te dit, ben, à un moment donné, à l'entraînement c'est inadmissible de se blesser. Par contre, si tu es en finale de la DCC et qu'il reste 10 secondes à la cloque et que le mec il est en train de te péter le bras, ben là c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis et lui il se dit que il laisse la décision à l'athlète. Par contre, il trouvera ça inadmissible un de ses athlètes se fasse péter le bras au premier tour. Parce que c'est débile en fait, ça n'a aucun sens. Ah oui. Mais si c'est pour gagner une médaille et être inscrit dans l'histoire, etc., du sport, là c'est à lui de juger. C'est marrant ça, parce que c'est vraiment pas à ça que j'irais juger si un athlète représente pour moi genre une légende, quoi. Ouais, non, bien sûr. Et c'est complètement irrationnel finalement. Ah, c'est rationnel. Bah oui, c'est rationnel parce que, surtout, après, voilà, c'est toujours pareil. Encore une fois, je suis désolé, mes contextes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton bras pété, mais tu gagnes un prix de je sais pas combien parce que monter sur la première marche du podium. Mais tu vois, à l'époque où Jack Harris se pétait le bras là, contre John Gracie en finale de je sais pas quoi, c'est le championnat du monde, je pense. Tu vois, je l'imagine avec sa médaille IBJJF à l'hosto le soir, tu vois, ça devait être, enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, je sais pas, ouais. Tu vois. Puis après, voilà, il faut aussi savoir que dans certains contextes, t'as des niveaux, si tu veux, t'as des niveaux de stimulation qui sont juste extraordinaires. Je me rendrai jamais compte de ce que c'est que d'être en finale des Worlds ou de la DCC et d'avoir toute ton adrénaline à max et tu vois, tu t'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'entraînement, je veux pas être dans ces états-là. À l'entraînement, moi, j'ai envie, tu vois, j'ai envie que ce soit conscient, j'ai envie que ce soit cool, et j'ai envie que, si jamais on se dit là, on va faire des trucs de compète, là, on va se la donner comme si c'était compète, mais voilà, on a posé le cadre. Ouais. Mais tu sais que ça, c'est exactement un truc que j'ai dans ma structuration des cours que je donne, c'est qu'il y a un jour qui est réservé à ça. Que ce soit pour des gens qui pratiquent la compétition ou non, en fait, ce jour, les personnes qui arrivent à l'entraînement, elles sont conscientes qu'aujourd'hui, c'est la guerre. Ça s'appelle pas Open Mat, ça s'appelle Porrada. Porrada, on en met partout. Donc du coup, tu sais que c'est le créneau, si tu as besoin justement de te tester, c'est fait pour ça. Ouais. Par contre, ce comportement et cette intensité de jeu et cette intention de jeu, c'est pas du tout celle que je veux retrouver sur un créneau où je vais faire des fondamentaux, où je vais faire du drill spécifique, voilà, où je vais faire autre chose. Mais il faut que ce soit cadré, effectivement. Tu vas compartimentaliser les contextes, et dans ce cas-là, si un jour t'en mets partout, mais tu vois, c'est ça, c'est qu'après, moi je suis déjà allé dans des endroits où c'est pareil, il y a un créneau compétiteur. En fait, je vois pas ce qui change dans les autres créneaux. Mais ça, c'est un réel problème aujourd'hui. C'est un réel problème. Qu'est-ce que ça veut dire un créneau compétiteur? Au final, voilà, t'as un créneau compétiteur, mais en fait, bon, c'est comme d'hab, quoi. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, déjà, d'habitude, c'est déjà la guerre. Donc, en fait, quelle est la différence? Et après, après, chacun va avoir sa stratégie pour préparer la compète. Là, ça sort un peu du cadre du truc. Moi, c'est pas quelque chose que je connais trop. Mais en tout cas, déjà, ouais, avoir une culture, et comme dans les entreprises, tu as des cultures d'entreprise, mais là, il faut que tu aies une culture d'académie ou de gym, ou je sais pas comment tu appelles ton truc, une culture d'école, voilà, une culture d'école, où en fait les gens vont être très vite autonomes. Tu peux pas te permettre d'être derrière tout le monde.
Au début, oui, mais en fait, il faut très vite que ce soit ancré et qu'il soit qui soit content de le faire. Tu vois, que si tu vois un mec qui vient et qui respecte pas justement cette opposition complémentaire là, qui est dans la domination, il faut que ton élève soit... Parce que ça se peut, il y a des mecs qui ont fait du jiu-jitsu ailleurs, ils vont débarquer, ils sont violets, ils ont les oreilles comme ça, ils ont envie de manger tout le monde. Bon ben, il faut que le mec qui est blanche en dessous, il dit non mais là c'est pas comme ça qu'on fait ici. Et qu'il puisse porter ce truc-là. C'est un gros problème que tu es en train de soulever ici. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense que c'est intéressant, je bosse avec une charte éthique. Une charte éthique qui est du respect des valeurs de l'académie. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'il y ait ces valeurs qui soient transmises en plus d'un savoir-faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des créneaux qui sont faits pour apprendre, que les gens s'amusent. Il y a des créneaux qui sont faits pour que les gens fassent la guerre. Il y a des créneaux qui sont faits pour qu'on échange autour du tatami, autour de l'expérience. Il y a des créneaux qui sont faits pour faire des feedbacks des compétitions, parce qu'il y a toujours dans le public des gens qui font la compétition, même si ce n'est pas uniquement le public que je cible. Moi, je cherche les gens qui veulent approfondir le jiu-jitsu. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une personne qui arrive, qui tape à la porte, visiteur, elle va te détruire tous les gens sur le tatami. Personnellement, dans mes créneaux, je ne m'entraîne pas. C'est pas fait pour ça. Je veux monter une équipe, faire relever un niveau, donc c'est vrai que je suis beaucoup à l'affût de ce qui se passe. Je vois quelqu'un qui se comporte pas comme je voudrais qu'il se comporte, dehors. Bah, c'est tout. En fait, j'ai pas envie de punir, j'ai pas envie d'arriver et jouer au super-héros, Batman, Superman. Non, dehors, c'est pas ça qu'on fait ici. Pas envie de faire le truc où tu sais, tu fermes les portes et puis après. Non, c'est lui pas, qui sait. non, pas ça. Dehors, tu dégages. Ouais, bien sûr. T'es pas le bienvenu. Donc Ouais. ça, c'est. Il faut que les choses soient, le cadre soit établi pour qu'il n'y ait pas de surprise, ni du côté des élèves, Ouais. ni de mon côté en fait. Ouais, parce qu'après le truc c'est ça, c'est que tu peux avoir tu peux avoir une belle charte éthique, tu peux avoir des beaux discours, mais si derrière t'es pas cohérent et qu'il n'y a pas de Entre ce que tu congruence dis et ce que entre tu les fais, bien actes, sûr, voilà. il n'y a pas de. Bah non, en fait, tes élèves vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont se dire mais attends, il me dit ça et puis lui il fait Il pas fait ça. ce qu'il veut, bien sûr. D'où un des trucs que moi j'aime bien en fait aussi dans le fait d'enseigner, et même si on va dire que mes oppositions elles sont moins intenses, mais il y a quand même un truc où tu vas chasser, tu chasses tes plus petits défauts. Et je pense que les petits défauts, un tout petit défaut va faire une grande erreur à la fin. Oui, clairement. Et moi là je remarque, tu vois, qu'on a tourné hier là où du coup je me suis mis dans un travail vraiment défensif. Je me suis rendu compte que si je suis cohérent avec ce que je fais, ça va. Après, jusqu'à un certain degré, j'ai un truc, machin, mais j'étais content, je me dis ça va, tu vois, ce que je leur montre c'est pas de la merde. Parce que c'est toujours ça, tu vois, toi tu montres un truc à des gens qui partent de zéro. Bon ben à un moment donné, tu sais, enfin je sais pas comment dire, mais toi aussi il faut que tu te testes, tu testes ton truc. Donc je pense que c'est important pour nous d'être cohérents avec ce qu'on dit. Ouais. Et donc effectivement, de pas, tu vois, parce que tu pourrais très bien être tenté de dire bon lui il vient détruire tout le monde, je l'attrape, je le détruis, mais du coup ça n'a pas de sens. Ben non. Tu viens de faire ce que tu condamnes. Bah bien sûr. Ouais. Donc effectivement, mettre un peu plus de cervelle là-dedans, tout simplement. Intellectualiser ce sport, parce qu'il y a lieu de le faire. Ouais. Il y a lieu de le faire. Avec toutes les possibilités aujourd'hui, en plus technologiques qu'on a, je veux dire. Ouais. Les analyses de combat aujourd'hui, mais c'est magnifique. Tu peux mettre des grandes pauses, des grands ralentis, partir en arrière. Ouais. Je veux dire, c'est. Ouais, et puis on commence à avoir. On commence à avoir des. Comment dire. C'est ça, je veux dire, aujourd'hui, n'importe qui sur YouTube peut regarder tout le jiu-jitsu qu'il veut. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi. Une part de tri, toujours. Ouais, voilà, c'est ça. Mais si tu fais un bon tri, tu peux avoir déjà un contenu super intéressant qui circule, alors qu'avant, les secrets d'école étaient très bien gardés. Aujourd'hui, ils le sont moins. Il y en a toujours, mais ils le sont moins. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Internet. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est très tentant de te faire un peu d'argent en révélant des secrets, en fait. Oui. C'est ce qui se faisait moins avant parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, ils avaient moins les moyens de le faire. Ouais, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vivre aussi du jiu-jitsu. Bien sûr. Est-ce que. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens qui me disent je vais être champion du monde et ci et ça,
ok, c'est un bon objectif, par contre ça fait pas manger quoi. Aujourd'hui si tu veux manger dans le jiu-jitsu, il va falloir être un petit peu plus malin que ça, que se dire je vais gagner. Et en plus ça soulève un autre problème, est-ce que gagner au jiu-jitsu c'est nécessaire pour être un bon enseignant? Moi je pense pas. Non, ouais, non, Je ça, pense que la pas. pédagogie ça n'a rien à voir avec la performance que tu es capable de montrer Oui, oui, sur de la Et compétition. de la même manière qu'un grand champion ne sera pas forcément capable C'est exactement ça. de transmettre ce qu'il fait. Parce qu'il y a des trucs en fait qu'on fait de manière naturelle. Yeah. Et en fait, il y en a qui vont juste dire bah tu fais ça, tu bouges ta hanche comme ça. C'est facile, je comprends pas en fait pourquoi tu comprends pas. Ouais. Toi t'es là, mais moi en fait ma hanche, t'as vu, elle bouge pas comme ça. je sais pas, je comprends pas. Ouais, mais ça c'est beaucoup de. Ça j'ai remarqué, c'est beaucoup de. C'est comme tu dis, c'est des patterns que eux ils ont l'habitude de reproduire, donc ils l'ont même plus conscientisé. J'appelle ça. Ça s'appelle la compétence inconsciente. Ils sont plus conscients qu'ils sont capables de faire un Ouais, truc. c'est ça. Et du coup, au moment de démontrer une technique, si on reprend l'ancien modèle ou le modèle de démonstration, il faut imiter ce que fait le professeur. En fait, en montrant des choses, il se rend pas compte qu'il fait des mouvements dont il ne parle pas. Ouais, c'est ça. Ou parfois, il parle de mouvements qu'il ne fait pas. Parce qu'il a peut-être l'impression même dans son schéma moteur qu'il fait un truc, mais ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'il fait. Est-ce que ça enlève le fait qu'il soit bon dans sa technique? Non. Par contre, pour la passer, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, ça c'est hyper intéressant en termes de pédagogie, je trouve. Ben, c'est ça, tu l'as très bien dit. Le fait d'être inconsciemment compétent de ton truc, ben voilà, t'es compétent, mais t'as pas compris que T'as oublié, c'est une en tout cas. compétence. T'as oublié, je Ouais, pense. t'as oublié. Mais je pense que si tu l'as appris, si t'as galéré à l'apprendre, moi les trucs que j'ai galéré à apprendre, du coup je me rappelle que j'ai galéré à l'apprendre. Donc en fait, j'ai quand même j'ai toujours une conscience que bah, du coup, mon élève va peut-être aussi galérer à apprendre ça. Parce que je sais que moi, pour que ça clique, j'ai eu, et c'est là où Jean-Marc est très fort, c'est que tu as des métaphores, des trucs à la con, tu vois, qui font que, ah oui, là tu te rappelles. Et ça branche encore sur ce truc de dire, c'est bien de mettre un peu d'intelligence dans le jiu-jitsu. C'est pas ça qui va faire de toi un champion du monde, hein, je pense. Non. Mais ça peut faire de toi peut-être quelqu'un qui va pouvoir t'entraîner plus longtemps, et puis peut-être justement transmettre le truc, être peut-être un peu plus efficace en tant que prof, si c'est quelque chose qui t'intéresse de faire. Et voilà, et tu sais, souvent quand il fait ses séminaires et tout, et qu'il raconte ses trucs, et tu sais, on se regarde dans le coin et tu sais, on se marre parce que cette métaphore à la con, moi je l'ai entendue 1000 fois, tu vois. Mais elle est tellement bien qu'elle marche, tu vois, Ouais, et qu'au c'est final, vrai, donc t'es là, donc on se marre parce que c'est drôle. Et enfin, tu vois, c'est un peu de. Et pareil, alors tu vois, on va dire, bon, moi je suis assez déconneur de base, mais c'est vrai que pas trop se prendre au sérieux, je crois que c'est important. Pas le jour J, si un jour, à un moment donné, voilà, si à un moment donné il faut être sérieux, ben voilà, sois sérieux, mais si tu veux, c'est toujours une histoire de compartimentaliser tes trucs. Si tu peux te forcer à rigoler en tournant, bah peut-être, tu vois, ou à sourire, même si à la base t'es tendu, c'est en théâtre qu'ils font ça. Créer une émotion, tu vas le faire avec ton visage et puis tu vas voir que ça va la générer. Tu vois, si je me mets un peu comme ça puis que je te fuis du regard, je vais peut-être être un peu pas bien. Alors que si je suis là et puis que je te mets un gros eye contact, tu vois, de 4 minutes, je vais pas avoir la même physiologie dans mon corps. Et c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs, je pense qu'il y a plein de trucs à apporter dans le jiu-jitsu. C'est un super support. C'est un super support pour toi te développer aussi en tant que personne, développer ta confiance. Moi, tu vois, pour l'histoire, moi je pense que j'aurais jamais pensé être capable de faire des études comme des études d'ostéopathie. Mais ça aurait pu être des études n'importe lesquelles en fait, si j'avais pas fait de jiu-jitsu avant. Le jiu-jitsu, ça m'a montré, même si on peut dire, tu vois, si on repart sur le début, que bon, je suis allé dans des endroits peut-être où je n'ai pas trouvé que le programme d'enseignement était ouf, machin. Ça reste quand même que ça m'a donné une confiance en moi, qui fait que le jour où je me suis dit, bon, moi je sais pas quoi faire de ma vie, tiens, j'ai envie de faire ça, je me suis pas dit, ah, c'est trop dur. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, comment on fait? Comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour être ostéopathe? Ok, faut que je fasse une école. Bon, comment je paye? Bon, faut que j'emprunte. Enfin, tu vois, tout un tas de trucs qui font que, bon voilà, je le fais, et puis c'est tout. Et puis je continuerai à le faire jusqu'à ce que j'ai réussi. Parfait. Parce qu'en jiu-jitsu, c'est ça finalement. Tu regardes, si tu te bases
Et il doit y en avoir, hein. Des mecs qui viennent une fois, ils se font déglinguer, puis ils partent, puis ils se disent non, c'est pas pour moi. Trop dur. C'est possible. Mais ça montre un truc de se dire, bon, bah, je suis peut-être pas forcément je suis peut-être pas forcément un bon apprenant dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai appris dans ma vie à un moment donné, que moi, je pense que ça me suffit, et je pense que le jiu-jitsu, c'est un bon support pour ça. Apprendre des nouveaux trucs, tout en ayant une base, et puis expérimenter des trucs. Je veux dire, tu peux avoir des concepts qui sont très terre à terre, et puis après les exprimer de manière un peu fantaisiste, tu vois. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, dans le sens où, alors je sais pas quels sont tes projets, tu vas nous le dire pour ce que tu souhaites transmettre et comment tu vas gérer tout ce qui est partie académie, mais je sais qu'à l'avenir, moi j'ai envie que les intervenants qui interviennent, en tout cas dans le club physique, on respecte, on soit tous sur une même formule. C'est-à-dire que quand il y a le cours de fondamentaux, on donne tous le cours de fondamentaux de façon structurée, de la même façon. Maintenant, l'aspect humain, il est forcément différent, puisqu'en fait, on a une autre personne qui a un rapport et une relation différente avec ce groupe de personnes, et forcément, ça, c'est hyper important, tu vois. Donc cette fantaisie, cet aspect ludique, cet aspect un petit peu plus sérieux, cet aspect un petit peu... ça dépend énormément des gens. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu aimerais en tout cas, qu'est-ce que tu vas, on ne sait pas, hein, le futur on ne sait pas trop il est fait, mais qu'est-ce que tu souhaiterais apporter du coup dans le jiu-jitsu, parce que finalement on en est à là, c'est marrant parce que c'est 13 ans de jiu-jitsu. Si tu rapportes ça à l'âge humain, c'est-à-dire que tu es juste un adolescent et que tu vas commencer une crise d'ado. Une crise d'ado, ouais. Et en fait non, j'ai aucune envie de faire une crise d'ado, en fait j'aimerais réussir à transmettre au moins ce que moi on m'a transmis. Et pas forcément sur l'aspect technique, mais sur l'aspect développement personnel, en fait. Base, c'est l'acronyme, c'est Body Application for Self-Evolution. Parfait. Voilà, tu vois l'accent est bon. L'accent est parfait. Mais pour ceux qui sont pas anglophones, ça veut dire des applications, donc en gros c'est les applications de la biomécanique du corps pour le développement personnel. Et moi, vraiment, et je peux parler au nom de tous les gars avec qui j'ai commencé, qui sont toujours dedans, ça nous a ouvert des portes sur plein de trucs. Ouais. Et au-delà de l'aspect juste technique, de dire voilà, moi j'ai envie que tous mes élèves sachent faire ça ou ça ou ça, au-delà de ça, j'ai envie de leur transmettre déjà ce truc que moi on m'a transmis, que j'ai eu la chance de croiser et de se dire voilà, c'est un support comme un autre. Et de leur montrer qu'à travers ça, ben voilà, tu peux être curieux de plein de trucs. Moi, ça m'a ouvert une curiosité que j'avais pas avant, ouais. Ça m'a ouvert, je saurais pas te dire là, comme ça, j'ai rien qui me vient spécialement. Ça m'a voyagé, ça m'a fait rencontrer énormément de gens, ça m'a fait parler anglais encore plus fort. Ça m'a fait faire du sport, quand même, parce qu'au final, même si moi c'est pas l'approche sportive, on va dire, en tant que telle, qui me fascine le plus, je suis quand même bien content de pouvoir manger ce que je veux et de pouvoir ingérer un nombre de calories incroyable et de rester comme ça, tu vois, parce que tu vois, j'en vois qui sont là, ils disent ah, je vais faire du sport, tu vois, pour être fit. Moi je trouve ça, je comprends pas, tu vois, c'est un dommage collatéral. Ouais, mais c'est un support, finalement c'est leur support. En fait, c'est pas que je comprends pas, c'est que je me dis ah putain, je serais incapable de faire ça, je serais incapable de faire un truc qui pour moi n'est pas ludique pour me mettre en forme. Mais bon, peu importe, c'est un autre sujet, ça. C'est si on repart sur ce que moi je voudrais apporter, là, je te dis, c'est ça, c'est réussir à faire la transmission. Parce que je pense que j'ai eu la chance de tomber sur un truc qui me plaît énormément, qui a été super utile pour moi dans mon développement personnel en tant qu'humain, humanoïde et en tant que tu vois, personne, c'est-à-dire en tant qu'ami, en tant que mari, en tant que fils, en tant que plein de trucs, tu vois. Même si, tu vois, il y en a la moitié qui pense que je fais du karaté, mais je m'en tape, tu vois. C'est pas grave, c'est pour toi. toi. C'est ça. Et si je peux montrer ça si je peux transmettre ça déjà, ce sera déjà un bel hommage, et puis un bel hommage pour les gens qui ont été avant moi et qui m'ont transmis ça. Et puis en plus de ça, moi en fait j'ai remarqué
j'ai commencé très tôt à être instructeur. Au bout de 2 ans, en fait, comme on partait de rien, on était 2 instructeurs, on était tous les 2 ceintures bleues. Et en fait, je remarquais bien que, indépendamment de la justesse technique du truc que tu vas montrer, parce que ça se trouve, si je revoyais le cours que j'ai donné il y a 10 ans, je me dirais, ah ouais, il manque ça, machin, machin, Oui, machin. probablement. T'as eu une flamme. Ouais, et puis même, tu vois, la position, c'est drôle, la position d'ouverture que tu as à ce moment-là, parce qu'il y a toujours un mec qui va te poser une question, qui va te dire, pourquoi? Et toi, tu vas dire, bah, parce que? Bah non, ça suffit pas. À un moment donné, ouais, mais quand je fais ça, ça marche pas. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, avec des mecs qui ont 5 cours, et à un moment donné, bah ouais, mais non, ça marche pas, en fait. Et moi, je suis là, bah ouais, putain, c'est vrai, mec, ça marche pas, en fait. Comment ça se fait que ça marche pas? Et ça, c'est Et à super. un moment donné, bam, on comprend pourquoi ça marche pas. En fait, si tu veux, il y a un mec qui a 5 cours de jiu-jitsu qui m'a appris à moi, qui a commencé il y a je sais pas combien de temps et qui a un kilométrage significatif, que on a travaillé ensemble. Et moi, ça, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien parce que ça te sort un peu du truc où tu fais que prendre de l'info, même si en fait, moi, mon but aussi, c'est de pouvoir, comme je te dis, dans ce but de transmettre les enseignements que j'ai reçus, mais en fait il m'en manque encore plein. Donc en fait de pouvoir mettre en place ça, ça permet d'organiser des stages et de présenter. Tu vois, tu dis que tu voulais rencontrer Jean-Marc. Moi ça me permet de faire une plateforme pour faire rencontrer ce gars au plus de monde possible. Tu vois, je m'associe, je travaille avec tu vois, les mecs qui font du MMA dans le coin, qui ont une très belle asso et tout, ça se passe bien pour eux. Et moi j'ai envie qu'ils rencontrent Jean-Marc. Top. Parce que, tu vois, on en parlait à un moment donné aussi du développement sportif. À la base, le jiu-jitsu, c'était pour des mecs qui allaient te mettre des patates. Et toi, t'étais par terre. Et donc, tu vois, faire une clé de bras sur un gars qui te met une patate, c'est pas pareil que sur un gars qui défend son bras et qui sait que tu vas lui en mettre une. C'est plus du tout pareil, en fait. Même si, voilà, tu vois, les concepts qui ont été trouvés s'appliquent très bien. Tant qu'il y a un mec qui a 2 jambes, 2 bras, une tête, après, si on commence à avoir 4 bras, ça marchera plus. Là, il va falloir se défendre un peu différemment. Mais je reviens juste sur cette valeur dont tu as parlé qui est l'humilité, qui est cette capacité d'accepter que en fait, ton cours il n'est peut-être pas parfait, la technique que tu as donnée elle n'est pas parfaite, et que tu acceptes la remise en question. Ça, c'est quelque chose que j'admire énormément et que je pense qu'il devrait être valorisé. Parce que, effectivement, j'ai déjà constaté à la 3e personne et à la 1re personne que j'ai vu des gens qui posent des questions, pourquoi et comment, et parfois j'ai eu des réactions d'agacement du professeur, j'ai vu des réactions où il a sorti quelque chose de son chapeau, l'explication elle est naze, et ça, je trouve que c'est hyper important, déjà de demander le feedback du public, ça c'est hyper important, et d'être capable de se dire, ok, j'ai pas la réponse à ce que tu me demandes, mais t'inquiète, je sais où aller la chercher. Mais tu sais quoi, tu peux aussi aller la chercher, et puis on va en reparler. Et après on tombe sur des situations où tu arrives et tu as remis en question ton propre jiu-jitsu, et ça c'est cool, parce que finalement tu continues toi aussi ton développement en tant qu'instructeur. Parce que ça te fait repenser des trucs que toi tu croyais acquis, mais finalement... ou même des trucs que comme on disait tout à l'heure, que tu as acquis et que maintenant inconsciemment tu es compétent pour faire ça, et que du coup t'as pas rouvert la boîte depuis longtemps. Et donc, ah bah oui, voilà, en fait, bam bam bam, et toi ça te permet même de t'améliorer, de rajouter encore une... Moi j'ai pas une vision du jiu-jitsu en mode, tu vois, c'est un arbre avec il y a toujours plus de branches. Par contre j'ai une vision fractale du truc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de détails. Aujourd'hui, une clé de bras, c'est une clé de bras. Sauf qu'aujourd'hui, moi sur une clé de bras par rapport à quand je la regardais il y a 10 ans, je vois beaucoup plus de détails. Pourtant c'est la même chose. Tu vois, on n'a pas réinventé la roue, tu vois, la clé de bras c'est toujours à peu près de la même manière, il y en a qui vont te donner des petites, tu vois, des petites astuces, des petits trucs. Mais la mécanique du truc reste fondamentalement la même. Oui, on parle d'une articulation qui a 1 degré de liberté et qui fait comme ça. Et... Voilà, c'est ça. Te dire qu'à un moment donné, tu vois plus juste le bras, tu vois, parce que la clé de bras, tu peux pas la regarder sans regarder les hanches en fait. Et tu peux pas la regarder sans regarder la posture du gars. Si tu commences à t'aventurer dans une clé de bras sur un mec qui est en posture, c'est du suicide en fait. C'est un passage. C'est un passage donné pour le gars. Donc ça dépend ce que tu veux faire, mais normalement, c'est pas le principe. C'est pas le but du jeu. Donc, et tous ces trucs-là, quand tu commences, ça fait beaucoup à faire en même temps.
C'est ça. C'est beaucoup à faire en même temps. Et du coup, peut-être dans un prochain épisode, on pourrait parler de comment tu démarres au tout début. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, demain, j'ai eu un appel d'un élève qui m'a dit « Salut, je suis débutant, je veux commencer le jiu-jitsu brésilien, ça me chauffe trop, j'ai vu vos vidéos, etc. » Ok, par contre, moi, ma salle, elle est faite de personnes ceinture bleue, violette. Comment on intègre cette personne? Et ça, c'est un sujet de podcast à part entière, je pense qu'on en reparlera plus tard. Ouais, mais vraiment, Il y a des choses à dire. En tout cas, Théo, c'était super cool cette discussion. Ouais. Podcast vraiment intéressant. J'ai kiffé. Ouais. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans l'espace commentaires, si vous avez des questions, des suggestions. Comme d'habitude, on s'abonne, on lâche des likes, et puis nous on se dit à très bientôt sur Meta Jiu-Jitsu. Et je vous laisse ses coordonnées pour le contacter, pour le rejoindre, si jamais ça vous intéresse de vous lancer dans le Jiu-Jitsu brésilien avec notre ami. C'est Banana Jiu-Jitsu. Banana Jiu-Jitsu. A très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.